tu gagnes de l'argent quand tu loues. Donc en fait, tout le reste, faut savoir louer. Si tu sais pas louer, et c'est encore plus en Airbnb, si tu sais pas louer, en fait, tout le reste, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux faire les meilleures plaintes du monde, des faux plafonds avec des LED dedans et tout. Soit tu sais louer, soit tu sais pas louer. Et si c'est pas louer, tu perds de l'argent. Mais en fait, aussi, si je peux donner, souvent, les personnes qui peuvent se rater là-dedans, c'est les personnes qui travaillent dans le bâtiment. Genre qui sont ingénieurs, enfin conducteurs de travaux ou même ingénieurs structure et tout. Parce qu'ils pensent qu'ils ont la compétence, mais c'est pas la même. C'est pas du tout la même. La stratégie, c'était vraiment d'aller vite, quoi. Donc, mine de rien, et aussi dans les villes pas chères, souvent, ça valait pas trop le coup de faire des travaux. C'est un peu l'erreur. Les personnes que je coach, souvent, c'est un peu l'erreur qu'ils font, c'est de trouver des biens avec travaux à tout prix. Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables mémorialistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour Thibaut, bienvenue dans notre podcast de Boomer Dream. Comment ça va? Bien et toi? Ça va très bien, je suis super content de partager l'affiche avec, nous, on est très avec la jeunesse, tu sais. Genre, on va t'attaquer sur les boomers. Pour tout de suite l'anecdote des gens qui nous écoutent, c'est en partie grâce à toi qu'on est là aujourd'hui et qu'on fait ce podcast. Donc vraiment, c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est marrant, cette semaine, il y a eu une autre personne qui avait pris ma formation, qui a lancé son podcast. Oui. Mais le vôtre, en tout cas, il est très bon. J'ai écouté plusieurs épisodes. J'aime beaucoup la façon dont vous présentez les choses. Et puis après, c'est aussi un peu la personnalité qu'on a. Hein. Ça se voit que vous êtes carré, tout ça. Vous expliquez ça super bien. Donc, félicitations. Et puis, vous tenez bon quand même le rythme. Donc, c'est sûr. On tient le rythme de un épisode par semaine. On a juste eu un petit raté en début d'année, mais bon, ça arrive. ouais, ça peut arriver. Ouais, c'est sûr. Donc avant que je te laisse te présenter, on a toujours l'habitude de demander un peu une anecdote en début d'épisode pour casser un peu la glace. On voulait te demander quel a été ton pire investissement. Alors ça peut être financier, ça peut être en termes de temps, en termes d'énergie. Quel est le moment où tu pensais vraiment tenir quelque chose, où tu t'es dit ouais ça va me faire avancer, et qu'à la fin tu t'es dit non vraiment celui-là si j'avais pu l'éviter, si je pouvais revoir le moi dans le passé et lui dire d'éviter de faire ce choix-là, je l'aurais fait. Alors là, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est dans la crypto. Crypto, j'ai gagné et perdu beaucoup d'argent. Et à un moment, j'avais vendu un appartement, j'avais touché vraiment une grosse somme et j'étais pas trop habitué à ça. Et du coup, j'ai un peu commencé à regarder tout ce que je pouvais en faire, ce que j'aurais pas du tout dû faire. Donc, j'ai fait plusieurs investissements foireux à ce moment-là. Je peux vous les dicter. Bon, après, il faut dire, c'était même pas 5% de mes investissements, mais j'ai fait le minage de crypto qui, au final, ne marche pas bien parce qu'il y a eu augmentation de l'électricité, complexité des opérations à faire pour générer les blocs et baisse des cours. Même maintenant, avec la hausse des cours, en fait, les deux autres pendants ont fait. Moi, j'avais l'impression que c'était un truc plus sûr, mais en fait, c'était pas du tout plus sûr que juste acheter la crypto. Je m'étais dit, parce que quoi qu'il arrive, ça va toujours en générer, donc ça va 20 000 ou 40 000. En fait, pas du tout. J'ai aussi fait, il y avait une boîte qui était un peu à la mode, c'était Mintos, ça s'appelait, maintenant ça s'appelle, oui, je connais le nom. Ils ont changé de nom, donc c'était en fait du prêt entre particuliers. Enfin, c'était en fait, par exemple, des gens qui achètent des voitures à crédit, enfin, toi, tu prêtais à une institution qui faisait des prêts aux particuliers. C'était un peu comme si tu pouvais prêter à une banque, plus ou moins. Et c'était dans pas mal de pays d'Europe centrale, de l'Est et Asie mineure. Et il y avait notamment des trucs en Turquie. Et je sais pas si vous avez un peu suivi. Donc, soi-disant, les prêts étaient garantis. La société, elle avait des agréments et tout. Hein. Toi, t'étais soi-disant assuré d'être payé. Et
Et en fait, il y a eu des problèmes en Turquie et aussi en Russie. Il y avait des prêts en Russie. Voilà, c'était il y a 4-5 ans, hein, donc je veux dire, personne ne pouvait savoir. C'est là où il y avait les taux d'intérêt, quoi. Donc là, j'ai pas vraiment perdu d'argent, mais j'en ai pas gagné, je pense, au bout du bout. Et après, à un moment, alors là, je savais que c'était du gambling, mais je l'avais mis. Il y avait des robots de crypto qui généraient plein d'argent. Je savais que, et en fait, je m'étais dit, je vais me diversifier sur 7-8 robots. Pareil, il y en avait qui étaient soi-disant régulés et tout, mais ça, j'étais vraiment conscient que c'était du bullshit. En fait, ça générait tellement, je me suis dit, j'ai envie d'essayer quand même, ouais. Je vais le mettre sur 7-8, même si on a un qui crash, et ben, ça va, les autres vont largement compenser, même s'il y en a 2, il y en a 3. Et en gros, en 4 mois, tu récupérais ta mise. Enfin, c'était n'importe quoi. Quiconque a déjà fait de la finance et tout, le sait très bien. Mais moi, c'était un peu pour rigoler. Je l'avais fait ça avec d'autres créateurs de podcasts bien connus. Et en fait, ce que j'avais pas prévu, c'est que quand le premier a craché, tous les autres, ils ont tout bloqué, les retraits. Donc, heureusement, moi, j'avais retiré, parce que je savais que c'était, en fait, les meilleurs moyens de récupérer rapidement, c'était de tout laisser, que ça fasse des intérêts composés. Mais là, je sentais que c'était trop foireux. Donc, je récupérais quand même les gains toutes les semaines. Mais là, j'ai quand même laissé un peu des plumes, quoi. Donc, ça a été vraiment mes pires invests. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que, mine de rien, tu crois être assez intelligent, entre guillemets, comme tu vois avant qu'il y ait par exemple les problèmes de loi sur les DPE en immobilier, moi ce qui m'intéressait le plus c'était les charges combien ça coûtait de se chauffer ou les charges de copro. Et en fait tu t'es retrouvé avec des biens, à un moment on prenait pas mal des immeubles vers chez moi, il y en a beaucoup des comme ça, où t'as des planchers en bois, des chaudières individuelles au gaz, donc toi en tant que bailleur t'es pas responsable, très peu de charges de copro. Et donc ça, c'était des biens que tout le monde cherchait. Ils valaient quasiment le double de la même surface dans les immeubles genre années 70. Donc tout le monde cherchait ces biens. Et après, il y a eu la loi et au final, l'un dans l'autre, c'était le même montant de chauffage. Mais ensuite, il y a eu la loi sur les DPE. Ils ont été super mal notés, ce genre de biens. Et en fait, t'as beau réfléchir à tout un instant T, tu vois, la Russie, c'était impossible. C'était impossible de savoir. L'autre, je me suis dit, je vais diversifier. Franchement, le truc, c'est sûr. En fait, le seul truc que j'ai bien fait, c'est pas mettre trop d'argent dedans. Parce que, voilà, c'était un peu pour essayer. En plus, j'avais fait un épisode de podcast à l'époque, les investissements atypiques. Franchement, la bourse, l'IMO et travailler, c'est ça, les 3 moyens de gagner de l'argent, je vous le dis, après avoir essayé des dizaines de trucs. Pour moi, il reste plus que ça. Et heureusement, j'ai surpondéré ça. Donc voilà, ça m'a appris des choses, en tout cas. Oui. C'est l'avantage, c'est que souvent quand t'as comme ça une perte suite à un mauvais investissement, au moins derrière t'en reçois une bonne leçon et c'est souvent c'est de se rendre compte que naturellement quand t'as un gain élevé, c'est forcément associé à un risque élevé ou à une arnaque, ou dans les cas où par exemple on te promet et un rendement élevé et pas de risque, en général c'est qu'il y a toujours quelque chose derrière. Ouais. Non, il y en a où j'étais bien conscient. Les robots là, c'était vraiment, c'était plus. C'était n'importe quoi en fait. Tu gagnais, je sais pas, 500 euros par jour. T'étais là, oui, bon je m'en doute que ça va pas durer longtemps. Mais voilà, ça a été une bonne leçon et ça m'a pas trop coûté. Enfin, c'était un moment où c'était pas au début, c'est ça. Au début, quand t'as pas d'argent, c'est compliqué. T'es obligé, tu peux pas te permettre de perdre ça, donc tu peux pas prendre des risques aussi importants. C'est ça qui est compliqué, quoi. Après, j'ai fait des trucs qui ont bien fonctionné, aussi risqués. À un moment dans la crypto, j'avais quand même réussi à sortir pas mal d'argent. Plus après, dans d'autres, j'ai acheté, revendu des voitures, par exemple, ça marchait assez bien, ça. Donc voilà, j'ai fait des trucs qui ont fonctionné, plus que ceux qui n'ont pas fonctionné, mais je me suis aussi trompé quelques fois. Ouais. Mais c'est sûr, c'est ce qui est parfois difficile quand justement tu passes de la logique de simplement travailler à être investisseur, c'est qu'en général, quand tu travailles, plus tu gagnes d'argent, et en général, normalement, t'es pas censé en perdre, sauf si t'es chef d'entreprise. En général, quand t'es salarié, t'es payé à la fin du mois, et il y a pas vraiment de mois où tu vas te perdre de l'argent. Alors que quand t'es investisseur, tu vas être content quand tu vas faire des gros gains. Des fois, tu vas avoir des pertes, et en fait, il faut regarder la compensation des deux. Mais t'as des fois du mal intellectuellement à te dire j'ai perdu de l'argent ici, même si j'en ai gagné beaucoup sur un autre investissement ou sur autre chose, quoi. Et c'est parfois la version à la perte qui est plus difficile. Les gens, ils peuvent faire des risques, ils peuvent prendre, et ça m'est pas arrivé, heureusement. Mais je pense que c'est des questions de personnalité, mais il y a des gens, ils détestent tellement perdre qu'ils seraient prêts s'ils perdent au casino, à remettre pour juste compenser. Ou tu vois, là, les robots, moi, je savais. Bon,
j'ai pris ma perte, j'ai pas réfléchi 110 ans. Il y en a, ils ont commencé à faire des procès aux plateformes et tout. C'est bon, les gars, t'as perdu. Et ouais, ça c'est très important. Mais la version à la perte, ça... Et aussi, ce qui est dur, c'est que quand t'es investisseur, tu peux mettre beaucoup d'énergie et de travail pour perdre de l'argent. Typiquement, tout ce qui est crypto, c'est assez dur de rentrer. T'as des KYC, t'as des transferts à faire. Faut pas te rater. Pareil, en immobilier, rien qu'acheter un bien, si t'achètes une mauvaise affaire, entre guillemets, ça va quand même te prendre du temps. Il va falloir lever de la dette, il va falloir, donc, c'est vrai que ça, on n'est pas habitué quand on est juste dans le salariat. En général, effectivement, plus on travaille, plus on gagne d'argent, ou au moins on gagne, souvent on gagne la même chose quand même si on travaille plus. Donc voilà. Et en bourse, là, moins t'en fais, plus tu gagnes. Je pense que c'est le seul, pour moi, c'est le seul domaine de la vie. Voilà, tu fais ton truc, tac, 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 t'as ta stratégie. Le moins de temps, plus tu commences à y passer du temps, plus tu vas perdre d'argent. Ça, c'est sûr. Voilà, t'automatises le plus. Et puis, c'est celui où il faut être très patient. C'est ça, la difficulté. C'est ça, ouais. Bon, merci pour cette anecdote. Je te propose peut-être que tu te présentes en quelques minutes pour nos auditeurs. Yes. Déjà, merci encore pour l'invitation. Donc, je m'appelle Thibaut. Sur les réseaux, je suis connu sous le nom de Bye Bye Patron. Et je suis surtout connu, j'ai un podcast depuis plus de 3 ans qui, souvent, il est dans le top 3 des podcasts d'investissement en France. Donc, j'ai 3 activités principales. Il y en a une, j'en parle assez peu. On en a parlé vite fait en off, mais je travaille dans la finance d'entreprise pour la société cotée. C'est comme ça que j'ai pu payer ensuite tous mes investissements. C'est un métier hyper niché, donc j'en parle peu, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment servi je pense qu'on reviendra un peu dessus après, de trouver un métier super niché. Ensuite, je suis investisseur immobilier. J'ai acheté pendant plusieurs années, à peu près 5 lots par an. D'abord tout seul, après avec un ami. Ensuite, il est parti, donc de nouveau tout seul. En 2022, j'avais fait un épisode, j'avais acheté juste sur l'année 2022 environ 1 million d'euros d'immobilier. Wow. Et ensuite, j'ai toute la partie réseau podcast. Donc j'ai le podcast. De là, j'ai écrit des livres. J'ai des personnes que j'accompagne depuis 3 ans. Elles ont affaire toutes celles qu'on a accompagnées, ils ont trouvé des biens rentables dont ils sont contents. Donc à peu près 5 millions d'euros aujourd'hui. Donc on a super limité. Vous voyez que c'est une activité, une sous-activité de ma 3e activité. Donc, je prends que 5 élèves ou membres en même temps. Souvent des débutants. Après, j'en ai eu qui voulaient aussi un peu remettre leur patrimoine à plat. Voilà. Et j'ai quelques formations aussi sur négocier les biens immobiliers, investir en bourse et le podcast. C'est comme ça que vous avez pu qu'on a fait connaissance. Tous les 3. Donc voilà, à peu près. Ouais, une vie professionnelle bien remplie en tout cas. Une vie bien remplie. Et aussi, je voyage beaucoup. Je vais dans à peu près 10 pays par an. Ça fait vraiment des années que je le fais. Là, je pars au Texas. Je sais pas s'il sera diffusé avant ou après l'épisode, mais probablement Texas, ouais. Voilà. L'an dernier, j'étais en Argentine. Et déjà, je voyageais beaucoup avant d'avoir le podcast. Et maintenant, je rencontre des personnes d'un peu partout. Donc, j'étais en Argentine avec le podcast, au Brésil, en Hongrie, plus maintenant partout en France. Là, je vais à Toulouse et à Pau voir des invités que j'ai sur le podcast là à Pâques. Donc voilà. Voilà. Bon, super. Bon, j'ai la belle vie. Faut dire ce qui est. J'ai la belle vie. En tout cas, une vie bien remplie. C'est ça qui est beau. Bon, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet. Il y avait un premier sujet que j'aurais aimé qu'on discute un petit peu ensemble, qui intéresse directement, on va dire, le thème de notre podcast. Je me souviens de t'avoir entendu parler, parce que j'écoute assidûment tes podcasts toutes les semaines. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est sûr. Et j'avais entendu qu'effectivement, on t'avait dit qu'à la base, tu étais auditeur financier, donc pas très loin de ce que fait Marie aujourd'hui, et que au bout d'un moment, tu avais voulu faire un petit peu autre chose et que tu avais dû faire un peu une démarche proactive de te former pour partir dans un autre domaine. Et je pense que ça intéresse directement ce qu'on dit dans le podcast, parce que c'est vrai que nous, on s'adresse parfois à une génération qui a du mal, qui a parfois trouvé un premier job après ses études, qui se sent pas bien dedans, qui a envie de faire autre chose et qui a un peu du mal parfois à se créer des perspectives. L'investissement peut en être une, mais parfois aussi la reconversion dans un autre domaine, être capable de rebondir, de se former après avoir terminé ses études, c'est une des clés, je pense, pour faire autre chose. Et j'aurais aimé éventuellement avoir ton retour d'expérience là-dessus. Yes.
Alors oui, bah moi j'ai fait des études, je voulais être expert comptable au départ parce que pour plein de raisons. Mon père il est profession libérale, mais lui il a pas d'employé. Et moi je voyais bien qu'il y avait que lui qui produisait. Et du coup je me suis dit dans quel métier. J'ai toujours eu des problèmes avec l'autorité, hein, donc je voulais pas trop qu'on me dise quoi faire. Et je me suis dit dans quel métier t'as un peu du levier. Et à l'époque surtout, bah moi je suis, on doit avoir 10 ans d'écart, donc moi je voyais bien que les experts comptables, eux, ils avaient des gens qui produisaient et que tu pouvais facturer pour eux. Donc je voulais faire ça. Donc j'ai suivi le parcours. Enfin, il est assez compliqué en tout cas de mon époque. Donc c'était un DUT. Après j'ai fait un DCG et après j'ai fait un master. Ça s'appelait compta contrôle audit et en même temps j'ai passé un DSCG. Donc voilà, j'avais fait un peu tous les diplômes pour ça. Et ensuite le hasard de la vie fait que je suis parti à l'étranger. Donc j'ai jamais fait à part mes stages, j'ai jamais fait de compta en France. Je suis parti à l'étranger et donc j'étais auditeur financier. Et donc ce qui s'est passé, c'est que moi je savais pas si j'allais rentrer en France ou non. Et donc au début, moi je voulais faire des sociétés commerciales, alors que tu pouvais faire des banques, des fonds, un peu des sociétés plus financières ou des industries spécifiques. Moi je voulais faire des sociétés aussi des sociétés immobilières, c'est un gros business. Mais en tout cas moi je voulais faire des sociétés commerciales parce que je me suis dit si je rentre en France, moi je suis alsacien, si je rentrais c'était en Alsace, j'allais surtout pas aller à Paris, ça c'était impossible. Donc et donc en fait j'ai beaucoup aimé cette activité d'un point de vue on va dire pour découvrir le pays où je suis arrivé et aussi pas mal de business. Par contre au bout d'un moment j'ai vu que c'était pas là où il y avait le plus d'argent et que on n'allait jamais trop, j'étais un peu trop généraliste et donc fallait que je me spécialise pour être rare en fait et pouvoir gagner plus d'argent et aussi pas être remplaçable, quoi. Et donc là, je me suis spécialisé en normes IFRS. Je pense que ça va parler à pas mal de gens. Donc je suis, je suis un peu, je savais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, je suis, je discute les normes à l'échelle européenne et tout. Enfin voilà, je suis un peu tout en haut en tout cas de l'application des normes, pas de la création. Oui, parce que pour ceux qui connaissent pas les normes IFRS, en fait, c'est juste les normes de compta internationales en Europe qui sont harmonisées entre les pays, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, en fait, t'as les comptes consolidés. Bon, c'est un peu, les groupes font un bilan comme si c'était qu'une société, et en gros, toutes les sociétés, beaucoup de sociétés européennes, et même après en Australie, en Inde, à Singapour, aux US, c'est un peu différent, mais en gros, c'est les normes qui sont appliquées. Et pour les férus de compta, la grosse différence, c'est que t'as pas le principe du coût historique, c'est que souvent tu mets les actifs à la juste valeur, donc à la valeur que ça vaut aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu la grosse différence qui amène beaucoup de quand c'est des immeubles, c'est déjà pas simple. Quand c'est des marques ou des brevets, c'est encore plus compliqué. Voir des fonds de commerce, tous ces types de choses qui sont matériels et qui sont à l'instant T, ça peut valoir très cher. Et puis demain, si on se rend compte qu'en fait, le brevet marche pas ou que y a un Américain qui a fait la même chose, directement, tu divises par 3 le prix, quoi. Yes. Voilà. Ok. Et donc après, donc j'ai basculé d'activité, j'ai quitté l'audit où je travaillais comme un fou. Hein, je pense que donc je travaillais à peu près en moyenne parce que j'étais en train d'apprendre aussi un peu la langue du pays. Donc en gros quand j'avais cours c'était à 20h. Donc les jours où donc c'était 20h, 21h30 je crois. Et quand j'avais pas cours je travaillais jusqu'à à peu près 22h, quoi. Je faisais environ 8h15, 22h. Par contre, je travaillais pas trop le week-end, quoi. Ça, c'était l'avantage. Ouais, comment tu peux récupérer un petit peu. Enfin, l'avantage. Et donc là, c'est comme ça que j'ai pu déjà épargner beaucoup d'argent parce que je dépensais rien, parce qu'en fait, tout était fermé. Temps, en fait. C'est ce qu'on appelle un peu la vie de moine, quoi. C'est c'était le monk mode sans le vouloir, ouais. Donc, et tu travaillais en big, du coup? Non, donc j'avais passé plusieurs entretiens dans les bigs, mais en fait ils payaient moins bien que. En fait c'est toujours pareil, hein. Donc ils payaient moins bien que là où j'étais allé, et donc et notamment moi ils payaient une bonne partie des heures sup. Donc c'est ça qui m'a fait aussi. Ça m'avait fait pour. Je pense que la première année j'avais dû gagner à peu près 10 000 euros net d'heures sup, net d'impôts. Donc c'est vrai que ça changeait un peu la vie, et puis.
Et puis moi, on m'avait assuré là que je pouvais aller dans les sociétés commerciales, alors que les big, souvent tu rentrais, on pouvait pas t'assurer au moment de l'embauche. Ou sur quelle industrie tu allais avoir. Moi, par exemple, les assurances, c'était un truc, c'était un gros risque que je voulais pas du tout, que je voulais pas prendre. Et d'ailleurs, on m'avait proposé un contrat et tout signé chez PwC à l'époque. Et il y avait écrit sur le contrat BU Assurance, quoi, Business Unit Assurance. Et je dis, mais attendez, si je signe. Et il me dit, non, mais vas-y, tu signes, on verra bien avant de l'embauche. Mais les gars, mais vous croyez quoi? J'étais jeune, mais j'étais pas si idiot, quoi. Donc, ouais. Et pourquoi les assurances directement? C'est parce qu'en tant que salarié, tu prenais un risque personnel dessus, ou juste parce que ça t'intéressait pas? Non, c'était trop, ouais, c'était pas, tu vois, c'était pas comme des industries ou des sociétés commerciales. C'était pas fun du tout, tu vois. Je me voyais pas. Déjà, le métier de compta, c'est pas ou d'audit, c'est pas celui au moins sur le papier qui fait le plus rêver. Ça nous aide grandement, hein, parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence que chez les avocats ou chez les marketeurs. Mais là, les assurances pour moi, alors que ça se trouve c'est intéressant, j'y connais rien, hein, mais c'était la fin de la fin, quoi. C'était ouais, tu t'es dit voir de la compta des assureurs, là, c'est bon. Ouais, non, c'était En soirée, tu fais quoi dans la vie? C'est presque on te disait, ah ben désolé pour toi, quoi. ouais, non, ça c'était inenvisageable à l'époque, quoi. Ok. Et t'es resté combien de temps salarié du coup? Du coup, j'étais auditeur 3 ans. Et ensuite, après, j'ai changé donc totalement. Donc, un peu dans l'activité que je fais maintenant, j'ai eu plusieurs statuts, mais en gros, j'étais 3 ans auditeur et ensuite j'ai l'activité que j'ai maintenant. Qui s'est développée d'elle-même. En fait, ils cherchaient. En fait, c'était une sorte d'appel d'offres. Oui. Et donc, ils cherchaient des gens spécialisés là-dedans. Et donc, d'abord, bon, j'étais quand même déjà formé à ça, mais après, j'ai dû encore me former. Et ensuite, j'ai eu un contrat très long terme. Donc, si je dois dire un truc sur mon activité, c'est que elle paye plutôt bien. Là, j'ai regardé juste avant pour préparer l'épisode. C'est mieux payé que 99% des salariés français. Donc, mais elle a des gros avantages en termes de pas de deadline courte. Donc, j'ai une activité sur 1 an, des projets en fait. Donc, ce qui me permet aussi de voyager beaucoup, de m'organiser un peu comme je veux. Elle me permet mais elle a les inconvénients en fait, c'est fixe, quoi. J'ai un contrat, en fait, j'ai un contrat par année avec une sorte de prestataire, on va dire. Et en fait, le marché, il peut pas être plus grand. Enfin, mes revenus, ils sont considérés comme fixes dans le temps de cette activité. Ils vont ni baisser ni augmenter. Il y a pas de. C'est forfaitaire en fait, j'imagine. C'est forfaitaire, voilà. Et donc c'est très agréable, c'est utile aussi pour s'endetter, hein. Mais du coup, c'est aussi pour ça qu'ensuite j'ai enchaîné sur les investissements immobiliers parce que j'y voyais une certaine, même si c'était très bien payé, une certaine routine et puis envie d'un peu de nouveaux challenge, quoi. Donc voilà. Et ouais, mais en tout cas c'est bien payé, c'est intéressant. Je rencontre des personnes très très intéressantes. Et par contre, en fait, j'ai pas mal de données confidentielles, donc je peux pas les emmener où je veux. Donc je peux pas partir au Brésil avec les budgets des sociétés, tout ça. Donc ça, en fait, je dois quand même en gros, je dois travailler soit de chez moi ou soit j'ai un bureau en fait, mais je peux pas travailler d'ailleurs. Donc ça, c'est un peu la contrainte. Mais dans la vie, on peut pas tout avoir. Quand on peut pas avoir des revenus assurés, élevés, un boulot quand même intéressant et en tout cas, si je peux donner un conseil pour les gens qui sont pas très bien dans leur métier, comme ça m'est arrivé, hein, quand j'étais auditeur, de rien, c'était hyper dur. J'ai fait une sorte de début de burn-out et tout, c'était assez bizarre. Je sais pas, je peux le dire peut-être pour les gens moi en fait, je me voyais un peu d'en haut parfois, genre quand je partais des cours là de langue et tout, genre je marchais comme ça la nuit, ça date, hein, c'était à 10 ans, mais j'étais vraiment perdu, quoi. Et je pense que j'avais utilisé je sais que c'est un peu chimique aussi. Et parfois, je me voyais comme un peu marcher d'en haut et tout ça. Et vraiment, c'était horrible, quoi. Et je me rappelle quand tu prends des promotions, quand je l'avais annoncé à ma mère, elle m'avait dit, mais du coup, tu vas travailler moins. Moi, j'étais là, non, je vais travailler plus. Mais en fait, c'était horrible. Et donc vraiment, le rythme, maintenant, a posteriori, j'en ai tiré des bons enseignements, mais il fallait partir. Et même, je pense que 6 mois ou 1 an de plus, ça m'aurait tué.
Enfin, Ouais. pas tuer physiquement, mais enfin. Les métiers comme ça, généralement, c'est formateur, mais le problème, c'est que c'est intenable sur la durée. Vraiment, Ouais. même moi, mes potes qui sont en big, enfin, ils tiennent 1 an, 2 ans, 3 ans grand maximum, et après, ils font autre chose, parce que physiquement, déjà, c'est compliqué. Et au bout d'un moment, même moralement, ça perd du sens, tu vas travailler autant, Bien sûr. enfin, consacrer ta vie à ça, ça va. C'est ça. Ouais, surtout que tu peux faire parfois des crises un peu existentielles. Bon, par exemple, si ça fait 5 ans que tu travailles dedans, tu dis bon, ben j'ai 28, 29 ans, 30 ans, et puis qu'est-ce que j'ai fait de mes 5 dernières années en fait. Ouais. C'est vrai que du coup derrière ça peut être un peu compliqué. Alors tu dis oui, j'ai une belle situation, je gagne beaucoup, mais au final j'en profite pas. Et puis même quand on dit gagne beaucoup, faut toujours le rapporter. Moi je rapporte toujours le salaire au taux horaire en fait. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'avais choisi mon job, parce que par exemple j'ai des potes avocats qui forcément des plus belles, qui ont fait le même diplôme que moi, et qui ont des plus belles rémunérations, mais je travaille 2 fois moins. Donc finalement quand on fait le taux horaire, je suis quand même gagnant quoi. Donc je pense que c'est surtout quand même... tu peux pas faire tu peux rien faire à côté, c'est impossible. C'est sûr. Et c'est vrai que je connais pas mal de gens très proches qui ont même quand ils ont décidé vraiment de se lancer dans l'IMO, qui ont quitté des métiers prenants et bien payés pour des métiers moins prenants et même moins bien payés. Plusieurs, j'en connais. C'est comme ça qu'ils ont pu investir. Donc voilà. J'allais dire surtout que tu peux avoir la problématique en plus de simplement une question de temps dans la journée, parce que si on parle de l'immobilier, faut pouvoir les visiter, faut pouvoir téléphoner, etc. Mais même au-delà de ça, je pense que quand tu fais un job où tu travailles 10 heures par jour, en termes de juste ressources mentales, t'as même pas le temps de te projeter ou de te poser la question de... bien sûr. En fait, c'est ça qui est même finalement de changer d'emploi. Dedans, quoi. Même de changer d'emploi. Franchement, moi, j'allais pas, l'annonce, on me l'a donné, en fait. Moi, je cherchais pas quand je suis parti. Je savais, tu vois, mais en fait, t'es tellement dans le truc, puis c'est un peu gamifié, tu vois, tu montes des niveaux, tu montes des trucs. Donc, même si tout le monde part, ils font quand même quelques trucs pour que tu restes. Donc, non, c'est très compliqué. Ouais. Et si vous n'êtes pas content, et par contre, ce que je peux dire, c'est que moi, juste en partant, j'ai quasiment multiplié, pas par 2, mais mes revenus, ils ont quasiment été multipliés par, je peux le dire, je pense. Je gagnais à peu près 3600 € brut, je pense, quand je suis parti de l'audit. Après, j'avais un peu des primes, des trucs comme ça. Et après, j'ai eu mon contrat d'après, c'était 5500 € brut. Oui. D'accord. Donc, voilà. Donc, en plus, de ce que j'ai compris, pour, on va dire, une charge de travail un peu inférieure. Pour une charge de travail un tiers plus faible, je dirais, que ce que j'avais avant. En gros, je passais de 60-70 heures à, même pas 40, quoi. Ouais, pour quand même déjà un rythme de vie plus stable et possible de se projeter dans autre chose. Et l'idée d'investir, du coup, ça t'est venu comment? C'est parce que toi, tu voyais, par rapport à ton métier, il y a des choses tu te dis pourquoi est-ce que je tenterais pas d'investir, ou qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'investir, du coup? Alors, il y a plein de choses qui m'avaient pas donné l'idée. Ça, je peux dire. Je connais beaucoup de gens, des boomers, des potes de mon père qui ont tout perdu avec l'IMO. Hein. J'en connais, enfin, des potes de mon père ou des parents de potes et tout, qui ont tout perdu, qui sont allés sur trop gros, en fait. Souvent, c'est des hôtels qui les ont. Vous êtes en train de racheter un genre d'hôtel, non? Oui. Oui, mais pas pour de l'hôtellerie. Je vois bien la problématique des hôtels, parce qu'en plus, je travaille avec pas mal de promoteurs immobiliers, et notamment, j'ai remarqué, c'est souvent des métiers où en fait ils connaissent très bien l'immobilier. Au bout d'un moment, ils voient ce que rapportent certains hôtels et ils se disent on va se lancer dans l'hôtellerie. C'est pas du tout le même métier. Et je considère même que pour moi l'hôtellerie c'est pas de l'immobilier, c'est un business. C'est du service, ouais. C'est ça, voilà. C'est ça. Mais du coup, j'imagine bien que ça doit être un peu compliqué. Ouais, donc j'ai connu pas mal de gens qui avaient tout perdu. J'ai un très bon ami qui a beaucoup d'immobilier avec son père. Je pense que là, ils doivent avoir presque 100 lots, je pense. Mais en fait, je voyais que les contraintes, quoi, vraiment que les contraintes. Mais moi, ce qui s'est passé, donc, dans mon premier achat, c'était pas vraiment de l'invest, c'était ma RP, mais c'était dans un marché les prix étaient déjà chers. Et il faisait que monter. Donc en fait, à un moment, je me suis dit, je vais acheter le plus. C'était un peu a posteriori, ça a pas été une erreur. Ça, c'est un peu l'inverse des autres des mauvais invests. Mais en fait, j'avais tout. J'avais acheté ma RP le plus cher possible, le plus qu'on me prêtait. Et c'était plus de 50% de mes revenus à l'époque. C'était quand j'étais encore auditeur. Ouais. Et après, mes revenus ont augmenté, tout ça, heureusement.
Donc voilà, en fait, c'était le marché qui devenait fou et qui a continué à être fou. Hein. L'appartement que j'ai acheté, il a pris beaucoup de valeur. Je l'ai revendu depuis, mais c'était un bon achat a posteriori. Mais après, personne n'a la maîtrise vraiment ceux qui disent c'est qu'ils sont intelligents pour les plus-values. Non. Enfin, oui, ça dépend si le marché est haussier ou pas. Ça dépend comment t'as fait, quoi. Mais si t'as acheté un truc, bon, je pense que j'avais bien acheté parce que j'avais plusieurs petits business avec des vélos, des voitures, des consoles. J'avais quand même cherché toujours le truc, la bonne affaire, quoi. Donc c'était pas une si mauvaise affaire même à l'achat. Et ensuite, donc j'avais plein de voyants qui me disaient que c'était pas top d'investir. Mais ensuite, j'ai vu que l'appartement, il avait pris pas mal de valeur. Et de là, je me suis dit, bon, on va quand même faire du locatif. Donc, j'ai racheté après à l'étranger un premier appart. Et j'ai eu des problèmes, des impayés et tout. On fera une petite partie après sur les problèmes, je crois. Ouais, on en parlera à la fin. Mais en gros, faut le dire, c'était plutôt un passe-temps. Et ça l'est encore. Hein. Moi, l'IMO, c'est un loisir. Même si ça prend du temps, c'est un loisir qui fait gagner de l'argent, mais c'était plutôt une recherche de sens, d'un nouveau challenge, des nouveaux. Après, voilà, l'argent, l'immobilier. Moi, j'ai toujours mon podcast, c'est les gros billets. Mais en gros, c'était plutôt une nouvelle occupation, quoi, une sorte de crise de la 28-30aine. Tu t'es dit, je vais justement me lancer dans autre chose. Peut-être, j'imagine, ça a dû correspondre au moment où tu t'es libéré du temps. Ouais, c'est ça. Ouais, par contre, c'est ça. Ouais. C'est quand je me suis libéré du temps. Ensuite, donc je me suis spécialisé, formé, tout ça. Et après, à un moment, c'était bon, je fais quoi maintenant? Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à investir. Ouais. Mais pas d'idée de quitter. Après, ça fait 10 ans, hein, donc c'était pas d'idée de bye bye patron ou de quitte le boomer dream. C'était pas de préparer la retraite. C'était ouais, je dois avouer, c'était juste, voilà, il y a des loyers qui tombent, tu possèdes des biens, je l'ai fait avec les voitures, je l'ai fait avec d'autres trucs. Voilà, ça va fonctionner, on va essayer de faire les choses bien. Et c'est ce que j'ai fait dès le début, donc ça s'est bien passé, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'était plus dans une logique finalement patrimoniale que uniquement je vais empiler les lots et d'ici 4-5 ans, ça m'a créé un salaire à côté, quoi. En fait, c'était pas vraiment patrimonial parce que moi, pour avoir acheté et vendu des voitures, notamment à un moment, j'avais une Porsche et j'avais bien vu que quand je l'ai vendue, même si c'était un bon prix par rapport à la cote et tout, c'était très difficile à vendre par rapport à, j'ai eu notamment des Alfa Romeo qui ont mauvaise réputation, mais que j'ai acheté et vendu pas cher. Et là, j'ai bien vu. Et mon père, il m'avait toujours dit, ouais, en fait, t'as une pyramide des gens qui peuvent payer, tu vois. Et c'est un truc que tout le monde peut comprendre, mais en gros, moins t'es cher, plus de gens peuvent payer. Et en fait, dans l'IMO, c'est toujours la stratégie que j'ai eue, c'était, faut acheter, entre guillemets, les biens les moins chers. Et donc c'était pas du patrimonial, la fierté d'avoir des beaux biens et tout. Non, c'était t'achètes les biens les moins chers, le jour où tu revendras, enfin c'est là où t'auras les loyers les moins chers. Et en plus, donc t'auras le plus de locataires et le jour où tu revendras, t'auras le plus de gens qui peuvent payer. Donc c'était alors pas acheter dans une cité je sais pas où qui craint haut les mains, mais c'était toujours ça la logique, quoi. C'était et après j'ai bien vu que le moins cher c'est le plus rentable. En tout cas dans mes secteurs, quoi. Ah, mais je pense un peu partout en France. Enfin, de toute manière, quand tu es sur un marché qui est cher, à l'achat, en général, la location, même si ça suit un petit peu, ça suit jamais en même proportion. Quand tu vois qu'il y a une ville où les prix ont doublé en 5 ans, les loyers, ils ont pas doublé en 5 ans parce que juste les gens qui payent les loyers n'ont pas eu leurs revenus qui ont doublé derrière, quoi. Voilà. Et dans ton premier investissement, t'étais déjà dans une démarche de regarder la rentabilité, de prendre un crédit sur une longue durée, ou par exemple t'étais plus, on va dire, focus sur le prix, plus dans la qualité de l'achat. Est-ce que t'avais déjà réfléchi un peu une stratégie comme ça au début, ou tu t'es dit que faut plus taffer? Alors le premier bien, c'était dans une ville chère, hein, mais c'était là où j'étais à l'étranger parce que je savais pas trop comment ça allait se passer la fiscalité. J'avais trop peur d'avoir les doubles impôts. Donc l'IMO il était déjà bien cher, hein, et donc j'avais en gros, je remboursais 1000 et je louais 1000. Donc maintenant, c'était pas, mais c'est un invest qui a pris, je l'ai gardé 3 ans, il a pris 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois. De valeur. Ah oui. Donc, de valeur. Donc, je l'avais, mais en fait, c'est parce que je l'avais bien acheté. En gros, faut dire ce qui est, je l'avais bien acheté. Donc, il manquait déjà sûrement quelques dizaines de milliers d'euros quand je l'ai acheté. Mais pour moi, c'était déjà fou, tu vois, vous voyez, en gros, je rembourse 1000
et je le loue 1000. J'ai pas payé tout le temps où je l'ai eu, j'ai pas payé les charges de copro. Je sais pas, c'était pas bien géré en gros. Et en fait après j'ai eu un impayé sur le bien, donc j'étais bien content de pas payer les charges. Donc le jour où j'ai revendu, j'ai payé. Je l'ai gardé 2 ans et quelques. J'ai payé toutes les charges de copro d'un coup. Donc voilà. Non, mais il y avait pas. Enfin déjà c'était bien d'avoir. Je trouvais en tout cas vu la valeur du bien. Et après, là, je me suis ça c'était mes premières armes. Et ensuite là, après j'ai enchaîné. Je suis allé en France. J'ai compris les systèmes du meublé, de la SCI à l'IS et tout, qui permettait en fait de concentrer toute ma fiscalité en France et de pas réimpacter ma fiscalité locale. Et donc là, ouais, durée la plus longue. Premier appart, j'en parle souvent, je l'ai acheté 23 000 euros, j'ai négocié comme un fou. Je rembourse 86 euros par mois sur 25 ans. Ça, c'est magnifique. Je l'ai en LCD l'an dernier, il m'a rapporté 11 000 euros hors ménage. Oui. Donc voilà, bon, j'ai des concierges et tout ça. Mais donc voilà, en gros, c'est déjà un... Bah, si tu t'en occupes toi-même, ça peut te changer une vie. Si tu gagnes 2 000 euros par mois, oui, complètement. Bah là, c'est 1 000 euros par mois. Ça fait quand même pas un SMIC, mais je veux dire, on est déjà sur un net, un demi-SMIC si c'est toi qui t'en occupes, quoi. C'est impressionnant. Voilà. Donc ouais, c'est ça. Donc ensuite, ouais, au début, j'ai vraiment tout appliqué un peu j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté de podcasts et tout. Donc ouais, les durées, 25 ans, c'est le seul que j'ai eu, je pense. Et après, je me suis fait un 110%. Puis ensuite, après, je me suis un peu remis à plat. Après, je suis passé en société. Et puis, du coup, j'ai acheté principalement 20 ans et 10% du total en apport. Donc, y compris oui, là, c'est notaire et tout. Un peu de frais à côté. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, ensuite, c'est comme ça que puis après, le rouleau était lancé. Je me suis associé avec un ami. Donc, après, on a toujours été en compromis pendant plusieurs années. Pendant 4-5 ans, on était toujours en compromis. Voilà. Et puis, oui, dès qu'une OP était finie, la suivante était déjà dans les tuyaux. Ouais, voilà. Yes. Ça c'est ce qui nous arrive aussi en ce moment et c'est assez intéressant parce qu'au final, en fait, t'es toujours sur un projet, quoi. T'as jamais l'impression de stagner, que t'arrêter parce qu'au final, il y en a pas un qui est terminé, que t'es déjà sur le suivant et comme c'est un peu un problème, enfin, on dit toujours que l'immobilier c'est lent. En fait, c'est lent en France. Il y a d'autres pays où c'est vachement plus rapide, mais c'est vrai que en France, c'est tellement lent que finalement en avoir deux en même temps à des différents stades, mais parfois c'est intéressant parce que au final le temps que tu fasses le compromis sur l'un, que tu fasses ton prêt, que tu ailles fini chez le notaire, tu auras peut-être fini les travaux sur l'autre, donc non, bien sûr. Parfois là-dessus ça correspond assez bien, quoi. Ouais, nous c'était ça en général, on signait un compromis, on allait chercher un autre bien, ouais, c'était à peu près ça. On en a eu parfois plusieurs en cours, mais au bout d'un moment on a vu que c'était bien un par un, ça nous allait bien. Après faut aussi trouver son rythme, je pense Oui. Et en termes des objectifs. Ouais, et en termes de typologie, j'avais cru comprendre que tu étais plutôt sur les appartements, jamais d'immeubles de rapport, de locaux commerciaux. Ouais, j'ai moi, alors après c'est chacun sa vie, chacun sa. Donc moi j'ai acheté pas mal en France, donc où j'habite pas. Donc ça m'a demandé quand même certains ajustements. Alors il y a eu plusieurs raisons. Pourquoi j'ai acheté les appartements ? Parce que les syndics, tu les payes, c'est cher, mais ils font quand même un travail. Ils le font pas toujours bien, ils le font souvent mal, mais au moins ils font un travail. Donc, en gros, moi, mon idée, c'était donc j'ai acheté, tous les biens que j'ai achetés, j'ai eu, je pense, au moins 10% de renta à peu près dessus. Oui. Peut-être un ou deux à 8,5, 9, mais voilà. Après, on va dire, ça reste quand même des grosses rentas quand on voit que la moyenne est à 4%. Voilà. Ça reste des grosses rentas, même si c'était à 8 ou à 9%. Oui, là, ça fait, j'y pensais, ça fait des années que j'ai plus mis d'argent dans l'IMO. Je veux dire, c'est l'IMO qui s'entretient, qui paye tout, donc ouais, j'ai acheté des appartements. Pourquoi ? Un peu diversification du risque, parce que en France, alors ça dépend des villes, hein, mais parfois on peut pas virer les. Enfin, moi c'était l'immeuble. Pour moi, c'était concentration du risque. Après, c'est mon avis, hein, bien sûr. Il y a beaucoup si on veut aller vite. Les immeubles, ça a des gros avantages. Moi, ma vie était déjà bien. Faut dire ce qui est, quoi. Ma vie était déjà bien quand j'ai commencé à investir. Donc, je voulais pas me rajouter des risques. Il y a aussi plein de points où j'avais pas du tout la maîtrise. Tout ce qui était toiture, fondation, tout ça, j'y connaissais rien. Faut dire ce qui est. Donc, je voulais. Je trouvais que c'était beaucoup plus simple les appartements.
j'ai acheté plein d'appartements dans lesquels vraiment j'ai passé, je pense le mieux, j'ai un appart, j'ai dû passer même pas 30 minutes dedans en cumulé. Et voilà, moi c'était vraiment empilé. Je savais pas trop combien de temps j'allais rester à l'étranger avec des revenus importants et tout. Donc c'était vraiment empilé. Dès que ça cochait les 10%, tac, j'y allais. Et donc ouais, j'ai acheté des appartements pour plusieurs raisons. Ouais, moins de risques, moins de gestion, je trouve, en tout cas qu'un immeuble. C'est mon avis, mais je veux dire, je gère pas le ménage des communs de mes copros, je gère pas les poubelles, je gère pas tout ça. Moi, j'ai un peu la hantise de c'est Booba, là, si je traîne en bas de chez toi, je fais baisser le prix de l'immobilier. C'est vraiment, voilà, qu'il y a un point de deal à côté de chez moi, des voisins et tout. Souvent, alors après, bien sûr, ça dépend, je pense, des régions et tout ça. Aussi, les immeubles de rapport étaient plus chers que les appartements, en tout cas dans les zones où moi c'est en Alsace et en Moselle que j'ai la plupart de mes biens. Donc souvent en fait un immeuble de 4 lots, il était vendu au prix de 5 lots parce qu'en fait c'était pas les mêmes acheteurs tout simplement. Et il y a plus de concurrence sur ce marché. Ouais, je pense que c'était peut-être des gros investisseurs qui voulaient tout de suite mettre 400, 500 et du coup en fait un peu comme les fonds d'investissement versus qui sont super gros, qui peuvent pas avoir la meilleure renta sur chaque truc parce qu'ils sont trop gros en fait. Donc je sais pas si c'est ça. Pareil, j'avais aussi cette idée de qui va me racheter, un investisseur quoi. Alors que moi j'avais plutôt en tête de revendre un peu au coup de cœur s'il faut. Et voilà. Et pourquoi j'ai pas de. Après les immeubles, ça va beaucoup plus vite. Je connais beaucoup de gens, mais qui avaient plutôt des métiers qui leur plaisaient pas, qui ont pu changer grâce aux immeubles. T'as un gros avantage sur la location courte durée, clairement. Oui. Tu fais des immeubles et les locaux commerciaux, tout simplement, j'en ai jamais vraiment cherché, donc j'en ai jamais trouvé. D'accord. C'est un peu ça Et pareil, c'est un point que je maîtrise pas. Faut dire ce qui est, je le maîtrise pas, donc je sais pas. Moi, il y a des trucs que je sais faire qui fonctionnent plutôt bien. Pourquoi pas essayer de me former et tout ça et en acheter. Mais en tout cas, c'était vraiment voilà, j'essaye c'est quand même des gros montants. Quand t'as un truc, tu sais, qui fonctionne, pourquoi pas itérer plutôt que. C'est un peu le même problème des villes versus quand t'as trouvé une bonne ville. Est-ce que tu t'investis à fond là-dedans parce que tu sais que ça marche, tu sais que ça, ou est-ce que tu vas te diversifier sur une autre ville? C'est pas si évident. C'est toujours de soit garder on va dire la formule qui fonctionne, soit de passer sur autre chose. Après. Yes. Effectivement, même si t'es resté que sur les appartements, t'as fait aussi de la location courte durée qui est quand même. Ouais, j'ai fait de la courte durée, j'ai fait un peu de la coloc. J'ai fait des villes aussi. J'ai acheté du patrimonial, surtout à l'étranger, donc des biens à plus que 6 000 € le mètre carré. J'en ai acheté plusieurs. J'ai acheté des biens à 700 € le mètre carré. Oui, voilà, c'est ça. Donc ouais, j'ai eu plusieurs stratégies. J'ai acheté dans plusieurs villes, des villes vraiment pas chères, villes un peu plus chères, plus tendues. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Et j'ai acheté des studios, j'en ai un, ensuite des T1, T2, T3, T4. Et à refaire, j'achèterai que des T2. Je trouve que c'est le mieux. C'est le meilleur compromis, je trouve. Je pense que c'est le plus recherché aussi. Ouais, c'est le plus recherché. T'as pas les cassos. T'as pas parce que les cassos, si on dit aux gens, à votre avis, les cassos, ils sont où? Ils vont dire dans les studios, non, ils sont dans les T4. C'est quand t'as un T4 que t'as la famille avec 4 gosses qui bossent pas, le mari il bidouille des voitures d'occasion, tout ça. Donc voilà. Ouais, c'est sûr. Nous aussi, on évite les grands apparts. Ça nous intéresse pas. Bon, après, si jamais on achète vraiment un immeuble avec une belle affaire, il y en a un dedans, on le gardera. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas intéressant. On en a qu'un. Qui est un grand et c'est celui qu'on va vendre en premier. Voilà, c'est celui qu'on va bientôt vendre. Ouais, c'est celui qu'on va bientôt vendre, exactement. Yes. Et ça, c'est un peu le problème des immeubles. Pourquoi j'en ai pas non plus? Je pense que ça dépend aussi vraiment des typologies de biens. Mais en fait, souvent les gens ils regardent les immeubles au prix au mètre carré, disent que c'est moins cher. Par exemple, j'ai un pote, il avait un immeuble, il avait pas mal de T3 de 80 mètres carrés. Et en fait, ou 70 mètres carrés, je sais plus, ils étaient super grands. Oui. Mais en fait, un T3, ça se loue à peu près le même prix, que ça fasse 50 ou 70. Et du coup, c'est vrai qu'au mètre carré, c'est peut-être moins cher que
qu'un appartement. Mais en fait, après, à la location, Tu vas pas forcément t'y retrouver. ouais, voilà, c'est ça. Mm. Donc, Mais de toute façon, quand t'es investisseur, faut regarder plusieurs statistiques. Tu peux pas uniquement chercher du prix au mètre carré ou tu peux pas uniquement chercher du rendement. Faut toujours regarder les deux parce que si tu regardes que du rendement, bah, tu peux peut-être tomber sur un immeuble qui est déjà optimisé où les loyers sont un peu trop chers par rapport au marché, avec du coup un risque. Si ton locataire il part en février, bah, tu loueras pas au même prix parce que tu seras en dehors de la période intéressante. Et à l'inverse, si tu regardes que le prix au mètre carré, bah, tu peux te retrouver justement avec des grands apparts. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que nous on parlait de notre seul grand appartement, mais il est pas dans un immeuble, il est dans une copro où finalement on a que cet appartement là. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de voir par exemple des grands immeubles alors qui étaient très peu chers au mètre carré pour la ville, mais où tu te retrouves avec des T4 qui font 120 mètres carrés. Alors oui, c'est peut-être des beaux appartements, mais déjà c'est-à-dire que si le jour tu veux faire des travaux dedans, 120 mètres carrés en travaux, ça coûte cher. C'est ça. Très cher. Et charge de copro, c'est pareil. Hein. Enfin, si t'as le chauffage et tout. Et le problème, c'est que tu vas te retrouver dans certaines communes, mais je sais pas, si ton T4, tu peux le louer peut-être 700 euros. Le problème, c'est qu'à 750 euros, probablement dans la commune, tu vas trouver des maisons à la location. Donc, en fait, tu l'auras pas beaucoup plus cher parce que la seule personne qui a le pouvoir d'achat d'avoir cet appartement T4, il a même le pouvoir d'achat d'avoir une maison, donc il ira peut-être directement sur la maison. Donc c'est vrai qu'en termes d'investissement, je trouve pas forcément que c'est intéressant, sauf si derrière tu te lances dans des gros travaux et que tu transformes tes T4 en T2 par exemple. Mais bon, c'est tout de suite plus le même boulot, quoi. Et en termes de travaux, c'est quelque chose qui au début, t'as essayé d'éviter, tu en as fait quand même pas mal, ou après, en termes de quantité de travaux, bon, forcément, comme t'es resté sur des appartements, j'imagine que t'as pas forcément eu un peu comme ce qu'on peut avoir dans les immeubles où on casse tout, on refait les colonnes d'évacuation, on refait toutes les lecs à zéro, mais j'imagine quand même t'as sur des appartes, parfois dans des copros des années 70, faut des fois refaire quand même l'électricité de l'appartement, le placo, les sols, les peintures. J'imagine que c'est quand même des choses qui t'as peut-être fait. Est-ce que moi je l'ai fait ou je l'ai fait faire? Les deux. C'est ça la question. C'est ça qui est intéressant. Ce que j'ai fait très peu moi-même. Comme j'étais pas tout le temps sur place, puis aussi j'ai pas trop la compétence. Après oui, j'ai fait tout des cuisines, de l'élec, tout ça, des rafraîchissements d'appart, quoi, à peu près. Des budgets de, je sais pas, 10-12 000 euros dans des apparts, j'en ai fait plusieurs. Mais c'était pas trop. Moi, ma stratégie, c'était vraiment d'aller vite, quoi. Donc, mine de rien, et aussi dans les villes pas chères, souvent, ça valait pas trop le coup de faire des travaux. C'est un peu l'erreur. Les personnes que je coach, souvent, c'est un peu l'erreur qu'ils font, c'est de trouver des biens avec travaux à tout prix. Alors que moi, c'était bon, s'il y a des travaux ou non, en fait, ça doit rien changer, si ce n'est que s'il y a 20 000 euros de travaux, l'appartement, il doit pas coûter 20 000 euros de moins que. Enfin, ah oui, c'est sûr. Il doit coûter 30 ou 40 000 euros de moins que ce que tu payes, quoi. Mais je pense que c'est la logique un peu financière, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as un risque, il se paye, et qu'en soit les travaux, c'est toujours du risque. Même si on te dit qu'il y a que 20 000 euros de travaux, t'es jamais à l'abri d'une surprise, t'es jamais à l'abri que ça se passe mal. Ça va prendre un peu de temps pendant le temps lequel où tu pourras pas louer, donc tu vas pas encaisser. Donc c'est sûr que là, je suis totalement d'accord avec toi. Toujours un moment où tu dois retrouver ce risque prix, ce coût sur les travaux, tu dois le récupérer de manière positive sur ton prix, sinon c'est que le bien est mal pricé. Et c'est souvent le cas, hein, mine de rien. Souvent, tu as des biens, après travaux, ils vont revenir plus cher que des biens qui sont déjà qui ont été refaits, par exemple, je sais pas, il y a 4-5 ans. C'est assez courant, hein. Enfin, moi, c'est vraiment c'est le cas le plus courant. Je trouve que avoir un bien, en tout cas affiché à un prix qui tient compte des travaux et du temps et de l'énergie et tout ça, c'est assez rare en fait de voir ça, selon moi. Nous, on le voit, par exemple, en ce moment, on commence petit à petit, ça des autres projets qui, je pense, va arriver dans les mois ou années qui viennent, c'est de partir, vendre notre appartement, de partir sur une maison. Donc, on commence un petit peu à regarder le marché sur les zones qui nous intéressent. Et on trouve énormément des maisons des années 70, 80. Enfin, faut savoir qu'on est dans le sud de la France, dans l'Hérault, les maisons sont assez chères là-bas. Et on trouve pas mal de maisons des années 70, 80, 90 qui ont été entretenues. Ça veut dire que effectivement, la maison, tu peux habiter dedans. Voilà, ouais. Mais en fait, elle est plus du tout au goût du jour. T'as 30 ou 40 ans de retard sur la déco, sur les legs, sur les menuiseries, sur l'isolation. Et effectivement, elle t'est vendue avec un discount de peut-être
20-30% par rapport au prix d'une maison qui aurait été construite. Le problème, c'est qu'en vrai, quand tu fais le total des postes que tu dois prévoir en travaux pour la remettre au goût du jour, en réalité, tu gardes les 4 murs et la toiture, quoi. Donc, eux, ils te vendent ça comme une maison habitable avec quelques travaux de rafraîchissement. Ça, c'est l'annonce de l'agent immobilier. Mais derrière, si tu veux vraiment faire une maison au goût du jour, bah non, tu vas tout casser et repartir de zéro, quoi. Et effectivement, en termes de coûts et derrière de négociations, si tu peux pas te permettre de payer genre juste une maison 20 ou 30% de moins, si derrière t'as 40% de travaux par rapport à une maison neuve, quoi. Ouais, et en plus que même une fois que tu auras tout fait, tu auras quand même parfois des contraintes liées à la construction de cette époque. Ouais, c'est un gros. Franchement, les travaux, c'est vrai. Pour moi, c'est l'erreur numéro 1 des débutants. C'est les travaux. Les gens, ils pensent qu'ils savent les faire, alors qu'ils savent pas les faire. Ils l'ont jamais suivi. Le pire, c'est comme vous le dites pour les maisons. T'as des gens, c'est hors investissement. En gros, ils vont mettre tout leur argent de 20 ou 25 ans dans un truc qu'ils maîtrisent pas du tout. Oui. Apprendre un mec, on sait pas d'où il sort. Ouais. Et non, mais je veux dire, ça se passe dans aucun autre domaine de la vie, tu vois. C'est un truc comme ça. Sûr. Et enfin, moi, je suis toujours halluciné de personnes qui veulent aller sur des projets. Moi, j'en ai eu des coachés. Ils avaient pas 10 mois, ils voulaient aller sur des projets à 500 000 euros de travaux. Je dis, mais attendez, ça que vous allez. Et déjà, et là, on n'a même pas parlé de la difficulté de trouver un financement. Et encore, si y a un banquier qui finance ça, derrière le risque-prix, il est gigantesque. Non, les travaux, c'est vraiment. Je comprends qu'on en fasse, qu'on les fasse faire, parce que les faire soi-même. Après, il y a des trucs, t'es obligé si c'est des petits trucs, faut le faire toi-même. Mais sinon, franchement, à éviter, vaut mieux éviter. Hein. Oui, je pense aussi. Surtout qu'en plus, à moins d'être sur certains secteurs en France, je pense qu'on trouve de l'immobilier rentable sans travaux quasiment partout. Ouais. En tout cas, on va dire les zones rurales, quand t'évites les grandes métropoles qui sont déjà, on va le dire, vachement prisées par les investisseurs, les marchands de biens et compagnie, ou des fois quand si vraiment t'as un bien complètement qui est une anomalie de marché, celui-là il va partir dans la journée et toi en tant que petit investisseur débutant tu seras pas au courant. Mais sinon dans la plupart nous là on trouve encore par exemple même des locaux professionnels ou des locaux commerciaux où au final t'as aucun travaux à faire et tu vas chercher un 12%. Tu prends pas beaucoup de risques parce que étant donné que t'as pas de travaux à faire, allez, si vraiment pour X ou Y raison tu dois revendre, au pire des cas tu revendras au même prix que tu l'as payé, quoi. Donc c'est ça qui effectivement nous aussi on a suivi un peu la même logique que toi. C'est pas d'éviter les travaux, mais je veux dire pourquoi aller s'enfermer. D'ailleurs, nous, il y a un projet qu'on avait annulé. On devait acheter un immeuble de rapport où c'était une ancienne maison de ville où là vraiment on partait de zéro. Mais bon, on était beaucoup plus débutants qu'aujourd'hui. Et en fait, on s'était dit non, mais c'est bon, on paye pas cher parce que le bien c'était 60 000 euros. On fait 4 appartements. Et en fait, on a sous-estimé la galère que c'était. Ouais, c'est ça. Et à la fin de l'opération, quand on a tout mis bout à bout, on a dit on va se prendre 1 an de galère et des risques financiers qu'à la fin, on soit sur un 10% de renta, alors que c'est ça. En fait, en termes de risque et d'énergie et de rentabilité à la fin, ça valait pas le coup. Autant annuler le projet et repartir sur l'immeuble d'à côté où on avait la même renta sans aucun travaux, quoi. C'est ça. Moi, j'ai eu une personne sur le podcast. Là, il a fini, je crois, mais je sais même pas s'il a tout loué. Il a passé plus de 2 ans sur un immeuble de 3 studios dans une petite ville. Oui. Et c'est son premier invest. À la fin des 2 ans, il aura peut-être, je sais pas, 60 000 euros d'IMO. Bon. Est-ce que ça va même pas le démotiver après en plus? Même lui, il dit que c'est une erreur et tout, qu'il a fait plein d'erreurs. Mais en fait, aussi, si je peux donner, souvent, les personnes qui peuvent se rater là-dedans, c'est les personnes qui travaillent dans le bâtiment. Genre qui sont ingénieurs, conducteurs de travaux ou même ingénieurs structure et tout. Parce qu'ils pensent qu'ils ont la compétence, mais c'est pas la même. C'est pas du tout la même. C'est comme les gens qui travaillent dans la finance, la plupart, ils investissent pas en bourse et tout. Parce que, en fait, c'est pas la même compétence. Et t'as l'impression que c'est tout prêt. Et ceux qui investissent, ils font beaucoup d'erreurs. Parce qu'ils pensent qu'ils savent, mais ils savent pas. Oui. Et c'est, moi, les projets les plus galères que j'ai vus, c'est des gens qui travaillent dans le bâtiment, qui sont allés dessus. Parce qu'ils se sont dit, je sais faire, mais en fait, ou alors ils prennent trop en fait, ils spécialisent trop. Là où toi, tu vas accepter n'importe quel volet, en gros, eux, ils vont dire non, mais tu vois, je veux des lames en alu, parce que ça tient mieux et tout. Donc, ils vont soit surpayer, soit mettre trop de temps. Oui. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai vue.
Ou juste effectivement, j'en ai vu aussi parce qu'on est nous on est localement dans un groupe d'investisseurs, ça nous permet de rencontrer un peu d'autres personnes. Et comme tu le présentes, un conducteur de travaux qui s'est lancé dans la rénovation d'un appart pour le mettre en Airbnb dans un centre ancien. Et en fait, il a super bien géré ses travaux, il a trouvé un bon artisan, il avait les matériaux et compagnie. Donc jusque là, on va dire que sa connaissance technique lui a permis de faire une bonne opération. Ce qu'il a sous-estimé, c'est l'autorisation d'urbanisme. Il est dans des galères pas possibles avec l'urbanisme. Il doit faire bosser son artisan le samedi et le dimanche parce qu'en fait toute la semaine t'as la police municipale qui passe pour vérifier qu'il avance plus le chantier parce que le service urbanisme lui a demandé de déposer un permis de construire ou je sais pas quoi, alors qu'en fait il rénove un appart et il est obligé de faire bosser son artisan les samedis et dimanches que c'est le seul moment où les personnels de mairie travaillent pas quoi. Et effectivement quoi, il pensait bien savoir et il a sous-estimé ce qui souvent est une grosse épine du pied des investisseurs dans ce genre de projet, c'est l'urbanisme et la mairie locale quoi. Yes. Et moi, je le dis souvent, quand tu es investisseur immobilier, tu gagnes de l'argent quand tu loues. Donc, en fait, tout le reste, faut savoir louer. Si tu sais pas louer, et c'est encore plus en Airbnb, si tu sais pas louer, en fait, tout le reste, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux faire les meilleures plaintes du monde, des faux plafonds avec des LED dedans et tout. Soit tu sais louer, soit tu sais pas louer. Et si c'est pas loué, tu perds de l'argent. Donc, et tout ce que tu as fait avant, ça sert à rien si ton annonce, moi là, quand on finit là, je vais allumer mon gestionnaire là parce que en fait, je pensais qu'il allait me louer 2 biens là qui vont se libérer. Et c'est trop mal fait. J'ai vu les annonces et ça m'a rendu dingue. Donc voilà, ce sera mon activité du dimanche. De allumer le gestionnaire. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que t'en parles. Toi, tu passes par un gestionnaire pour une partie du parc. Yes. T'as peut-être pas le temps aujourd'hui de tout faire. C'est ça, ouais. J'imagine. Ouais, je passe par un gestionnaire. Honnêtement, je sais pas si c'est bien ou pas. Vraiment, il y a peu d'avantages. Le meilleur avantage, c'est que le locataire, normalement, ne t'appelle pas. Oui. C'est à peu près le seul. Il y a beaucoup d'inconvénients. Le principal, c'est que c'est moins bien fait que si tu le faisais toi-même. Par contre, aussi, le meilleur avantage que j'ai eu, c'est qu'il m'a donné pas mal de contacts, notamment des artisans pour les travaux. Donc ça, c'est vrai que ça vaut, entre guillemets, et il gère, là, j'ai un impayé sur un appart, c'est lui qui gère la Visale et tout ça. Je sais pas du tout, je crois qu'il faut faire une déclaration tous les mois. Je suis pas sûr, moi, je l'ai jamais fait. Oui, moi, je l'ai fait sur un cas, en vraiment la Visale. Moi, j'en garde que du positif parce que sur le cas d'un impayé de loyer, ça prend réellement 3 minutes en main de faire l'actualisation et t'es payé au 15. Donc, franchement, Donc moi, je suis payé, ouais, je suis content. Mais voilà. Donc une partie du parc, c'est ça. Et l'autre, je les gère tout seul. Ça va aussi. Si je changeais d'activité, si je rentrais en France, je les gérerais tout seul, je pense. Oui. Mais sinon, là, j'en suis. Mais après, c'est quelqu'un que je connais. C'est pas une agence foncière ou que sais-je. Oui, voilà, ils sont quand même plus pros. J'ai le contact direct, tout ça. Les agences IMO. Mais bon, il y a quand même des lacunes. Il y a quand même des lacunes évidentes, quoi. Nous, on s'oblige du coup à les gérer nous-mêmes parce que en fait, on a vraiment trouvé personne. Honnêtement, je pense que si on trouverait quelqu'un qui les gérait aussi bien que nous, on le prendrait sans hésiter. Mais pour l'instant, c'est super dur à trouver. Ouais. On a souvent ce débat entre nous quand vraiment on a un problème de gestion avec un locataire, on est en train de se dire allez c'est bon là, ça suffit, on le met dans un gestionnaire etc. En fait, on n'en peut plus. On se dit qu'il nous appellera quand même, mais c'est nous qui gérons le problème in fine. Oui, c'est ça. Au final, c'est ça. Avec juste des frais d'agence entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça. D'une manière générale, sur ton parc, ça va, t'as pas trop de problèmes ou c'est un peu comme nous, c'est à part période. Moi, j'ai eu la police. Il y a quelques temps. Et après, c'est moi souvent, je fais les visites moi, donc je mets les locataires, c'est moi qui mets les locataires en place. Et là, j'avais une fille, elle est venue avec ses parents, elle avait 18 ans et tout. Puis en fait, c'est parti en cacahuète après. En gros, il y avait un concierge dans l'immeuble. Il faisait que m'appeler. Bah pareil, alors que je sais même pas comment il a eu mon numéro, mais il l'a eu. Et il me rendait dingue. Et puis au bout d'un moment, j'avais quand même dit à la fille, on s'était mis d'accord pour qu'elle parte quand même d'elle-même et tout. Mais elle avait pris un gros préavis, elle avait perdu son emploi et tout entre-temps. Et puis à un moment, je reçois un SMS à 22h. Bon, on a appelé la police, ils ont cassé la porte, ils ont cassé la fenêtre. Et après, bon, heureusement, j'avais le numéro du père et le père, il a tout géré. En fait, j'ai récupéré l'appart en meilleur état que là où je l'avais donné, tout repeint et tout.
Mais voilà, j'ai eu qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme galère? Le pire, c'est, dans LCD, j'ai eu des punaises de lit, j'ai eu des cafards. Donc ça, c'était la galère. Mais sinon, le reste, ça va. Après, si tu multiplies, si t'as 10, 20, 30 lots, fois, 5 ans, 10 ans, tu multiplies Donc Les j'ai problèmes un de coloc. impayé en cours depuis, elle a payé un mois. En fait, j'avais trouvé un locataire, mais il avait mis trop de temps à à envoyer les documents et tout pour la visa. Justement, parce que moi, je prends tous mes biens, ils sont soit garantis Visal, soit garantis privés. On fait pareil. Et donc, je sais pas, il mettait trop de temps, donc j'ai pris une autre dame. Bon, en fait, au final, c'était pas un si mauvais choix, mais en gros, elle a été au chômage, mais elle avait la Visal. Donc moi, je me suis dit bon, voilà. Puis, ouais. Donc, mais elle a payé un mois, et là, ça va faire bientôt 2 ans. Donc, Nous arrivait quasiment pareil. Donc Ouais. on voit très bien. Voilà. Mais en tout cas, c'est ma meilleure locataire, hein, parce qu'elle paye Ah tous bah les oui, le mois. coup, Elle m'appelle jamais. Je vais voir dans quel état je récupère l'appart, mais je pense que ça va parce que je connais quelqu'un qui a été dans l'appart. Donc voilà. Mais non, sinon j'ai vraiment pas trop gros problèmes. Non, non. Mais après, faut se dire, c'est la masse. Oui. Si t'as En fait, 20 c'est ça, apparts, ouais. tôt ou Quand tard, on a un, ça va. Quand on a 20, c'est... ouais. Oui. Puis c'est toujours pareil, c'est la fameuse loi de Pareto, c'est la règle des 80-20, parce que c'est vrai que nous on avait fait un épisode dédié sur les problèmes qu'on avait eu, et en fait quand on met bout à bout sur toute notre parc les problèmes qu'on a, en réalité on a un immeuble qui réunit 80-90% de tous les problèmes qu'on a eu. Les autres, on les entend pas. C'est ça. Oui, moi c'est pareil. Ouais, c'est des fois, il suffit que ça soit la localisation ou par exemple dans ce cas-là, c'est un immeuble qu'on avait acheté loué et en fait les locataires avaient pas bien été choisis par l'ancien propriétaire. Je me demande même si au final c'est peut-être pas pour ça qu'il a vendu. Et on a eu des problèmes avec chacun des locataires, mais même jusqu'à la personne qui louait. Il y avait un garage au rez-de-chaussée, donc normalement quand on parle d'investissement immobilier, les garages, tu peux rarement avoir un problème sur un garage. Et même là-dessus, on a réussi à avoir un problème. Plus de loyer, donc heureusement on avait la clé, on l'a récupéré, le garage il était rempli, donc 25 mètres carrés, 2 mètres 5, peut-être pas 2 mètres 50, 2 mètres 20 de hauteur sous plafond, rempli de tout un tas de bordel gardé sur des années, à vider, dans bien sûr une rue où c'est compliqué d'y aller en voiture. Et là, c'est là où, en tant qu'investisseur, des fois, t'as de la chance, c'est j'ai trouvé le locataire. En fait, j'avais reloué le garage en précisant qu'il fallait retirer des affaires et qu'en gros, je faisais un geste sur le loyer à la personne qui récupérait. Effectivement, la personne d'après, on s'est mis d'accord et il m'a vidé l'intégralité du... Ouais, c'est ça. Il a vraiment dû se faire chier. Ah ouais, je pense. C'est ça, moi, je paye des gens pour tout. Même les meubles, je les monte plus. Maintenant, je paye des gens pour tout. Au début, je le faisais, mais maintenant... Ouais, c'est pareil, les apparts meublés, quand t'es en nom propre, t'as quasiment pas le choix, mais au bout d'un moment, t'en as trop marre. T'en as trop marre des meubles. Chez Ikea et tout, monter les trucs. Vraiment. Mais c'est pour ça que nous, SCLIS, c'est l'avantage, c'est que tu peux faire du nu, et en réalité, c'est ça, tu peux faire du nu. Un appart nu. Tu gagnes à t'en fous. C'est ça. Il y a pas de meubles. En plus, les meubles, ça a quand même une durée de vie, particulièrement, quand c'est du locatif ou de la location courte durée, ça s'abîme, il y a un moment où c'est cassé, faut le remplacer. On les change quand même assez souvent, quasiment à chaque locataire, sur le meublé, les meublés qu'on a. Ouais. Tu peux être sûr qu'on change, je sais pas, le lit, la table, le frigo. Et des fois, je sais pas, tu vas retrouver le congélateur, il est fissuré. Tu te dis, mais comment ils sont fissurés, le congélateur? Donc après, tu vois, pour l'État, mine de rien, on parle souvent de la niche fiscale du LMNP, LMP. Ouais. Mais en fait, lui, avec la TVA, je me demande s'il ne retrouve pas avec la TVA sur les meubles. Oui. Tout ce que ça engendre, plus la marge, plus les trucs. À mon avis, l'État, il est gagnant, tu vois, au final, sur l'activité meublée. Parce que, OK, t'as moins d'imposition sur les revenus fonciers. Mais après, c'est vrai que meubler un appart, ça coûte entre 2 et 4 000 euros à peu près. Hein, donc, même si tu fais un peu attention. Après, moi, c'est ma théorie sur le sujet, mais sur la fiscalité immobilière en France, pour moi, je considère même pas que le meublé, ça soit, on appelle ce que c'est une niche parce que forcément, tu paies moins d'impôts, mais je pense que la manière dont sont fiscalisés les revenus fonciers en France, je pense que c'est un des régimes fiscaux dans le monde le plus, le plus, comment dire,
compliqué pour les investisseurs. T'as énormément de pays où c'est vachement plus simple d'investir en nu, où parfois t'as même pas ces distinctions meublées ou nu. Et en réalité, en France, t'es encouragé à faire du meublé parce qu'en fait, c'est juste un enfer fiscal de louer nu, d'être en nom propre sans passer par une SCI à l'IS. Mais effectivement, comme tu dis, derrière avec la fiscalité des meubles, etc. Et puis c'est aussi pour répondre à une demande, parce que demain ils suppriment la niche du LMNP, tu te retrouves avec la même fiscalité que le nu. Bah en fait, les étudiants ne trouveront plus un seul appartement meublé dans les villes. C'est ça. Et là, t'as pas 2000 € à mettre pour tes meubles, quoi. Ah non, ça c'est sûr. Donc voilà. Ouais, non, c'est ça qui est compliqué. Et en Belgique, c'est l'inverse. J'ai eu un invité belge. Eux, c'est le meublé qui est pénalisé fiscalement. Ouais. C'est fou ça. Ouais, ils doivent faire une sorte de contrat à part pour les meubles et tout. Ça, c'est marrant. Et du coup, t'avais parlé du tout premier impayé que t'avais eu sur un bien, parce qu'en plus, j'imagine peut-être à l'époque, c'était le premier, t'avais peut-être pas de garant, pas de visal. En plus, c'était à l'étranger, j'ai bien compris, et tu l'avais géré comment? Alors au début, j'étais un peu trop tendre, hein, donc en fait en fait j'avais ce que j'ai plus refait, mais j'ai cumulé toutes les erreurs, donc je peux vous les raconter. En fait, j'avais pas touché l'intégralité du dépôt de garantie. C'était 3000 €, et en fait elle m'avait versé 1600 €, et elle m'avait dit au moment où je lui ai fait signer le bail et donner les clés que le virement il était en cours, je sais plus, ou qu'elle allait me le faire le lendemain et tout. En fait, il est jamais arrivé, ce 1400 qui manquait. Donc ça, je le dis à tout le monde quand je coach des gens. On peut trouver toutes les excuses du monde. Tant que t'as pas le dépôt de garantie et le premier mois de loyer, tu donnes pas les clés, tu donnes pas les clés. Même moi, mais voilà, c'est comme toujours. Je partais en vacances le lendemain. Enfin voilà, il y a tout qui... Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc au début, elle payait. Après, au bout d'un moment, ça a commencé à s'espacer de plus en plus. Au lieu de payer le 5, elle payait le 10, puis le 20. Et du coup, après, le mois d'après, en fait, c'était juste 10 jours après qu'on ait reçu donc après, elle payait plus que 2 mois sur 3 et tout. Donc, je l'ai appelé, je l'ai un peu relancé, des courriers et tout. Mais franchement, j'étais trop mou, trop tendre, en fait, j'avais pas compris que c'était un truc, je pensais que c'était temporaire, quoi. Alors qu'à mon avis, c'était réfléchi. Ah oui, c'est sûr. Et donc, à la fin, en fait, ce qui s'est passé, donc c'était à l'étranger, donc il n'y avait pas de garantie loyer impayé. J'avais eu la garante, c'était sa mère. J'avais eu les fiches de paye de la mère. J'avais eu en fait, j'avais pas vu la mère, mais j'avais eu les fiches de paye, pièce d'identité, signature. Et ensuite, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, j'étais moi-même au tribunal et tout. J'avais jamais été, mais en gros, j'ai déposé. Je sais même plus, enfin voilà, en gros, je veux qu'elle parte et qu'on me paye. Ouais, voilà. Donc, en tout cas, c'était faisable. J'ai tout fait moi-même parce que les avocats c'était beaucoup trop cher. Et donc j'ai plaidé. Ça s'est fait. J'ai déposé en juillet. En septembre, j'ai plaidé. Enfin, je sais pas si on peut dire plaider, mais en gros, j'ai été. Si, c'est ça, moi, je pensais que ça allait être juste pour moi, en fait. Mais en fait, il y avait genre 15 affaires, quoi. Moi, je suis arrivé et puis je devais aller bosser. Moi, je savais pas. C'était, je sais plus, à 8h ou à 9h. Oui. Non, c'est qu'ils donnent rendez-vous à 9h à tout le monde et en plus, normalement, c'est d'abord les avocats qui passent en premier, je crois. Ah ouais, voilà, c'était ça. Donc, le premier, il est passé. Après, la juge, elle a dit qui veut plaider et tout. Et en plus, c'était même pas en français et tout. Et donc, moi, j'ai levé la main. En gros, j'ai pas le temps. Moi, tout le monde est payé. Les avocats, ça me payait 300 € de l'heure. Ça me payait 300 € de l'heure. Et moi, j'ai pas le temps. Donc, et en fait, à l'époque, je me rappelle quand j'ai plaidé, j'ai dit, non, mais moi, je suis pas un gros investisseur. J'ai que un bien. C'est mon premier bien locatif. Et voilà, je les ai impayés. Je me rappelle, j'ai dit, et je veux juste que ça se règle, qu'elle parte et tout. Bon, finalement, c'est vers novembre, octobre. En gros, en 3 mois, une fois que l'impayé a duré 1 an, grosso modo, mais en 3 mois, une fois que je suis vraiment, elle est partie d'elle-même, elle m'a repeint l'appart. Et ensuite, je l'ai vendu parce que je l'avais acheté, en fait, le coin, il était un peu craignos et il s'était pas vraiment arrangé. C'était un des moins chers de la ville. Mais, voilà, il commençait à avoir des drogués et tout, des prostituées, tout ça autour. Et, du coup, je me suis dit, je l'ai revendu et puis le prix avait bien augmenté. Donc je l'ai revendu et j'ai pris un bon ticket. Et c'est marrant parce que l'autre jour, je suis repassé devant, j'attendais quelqu'un et il y avait une sorte de camé qui était devant l'immeuble
qu'il mettait, et je pense qu'il a mis 100 coups de pied dans la porte de l'immeuble pendant que j'attendais. Et là, je me suis dit, punaise, mais j'ai trop bien fait de vendre. Ouais. Putain, ouais. Ouais. Quel enfer. Putain, ça, c'est fou. Et en fait, par contre, la garante, elle a pas payé parce qu'elle a dit que en fait, sa fille, elle lui avait volé les documents. Effectivement, après, quand j'ai comparé, c'était pas la même signature sur le document et la pièce d'identité. Et la juge, elle m'a dit que c'était du pénal, du coup. Bah oui, c'est faux, usage de faux, donc. Mais en fait, j'avais pas envie de. Ouais. Oui, Voilà. Mais nous, on a. C'est marrant parce j'étais en train d'y penser parce qu'on a un cas exactement similaire où on a une étudiante, qui paye son loyer, on a aucun souci avec elle, mais où en fait, quand elle est rentrée, sa garante, c'est sa grand-mère. Donc, on a eu tous les justificatifs de la grand-mère avec une lettre signée, etc. Et la grand-mère nous a téléphoné en nous disant que, en gros, c'était des faux et qu'en gros, elle se portait pas du tout caution pour sa petite fille, etc. Sauf que, honnêtement, pour qu'en plus la grand-mère nous contacte, c'est-à-dire que la grand-mère est au courant, donc je pense plutôt qu'il y a des problèmes de famille et que c'est la grand-mère qui veut, entre guillemets, embêter au maximum sa petite fille et qui nous appelle pour ça. Mais moi, c'est ce que j'ai dit à la grand-mère. J'ai dit qu'en fait, nous, en tant que particulier, si on va au tribunal, en fait, le document est parfaitement valable et que si la grand-mère veut prouver qu'il ne l'est pas, c'est à elle de porter plainte contre sa fille pour faux usage de faux. Donc, bon, après, faut toujours voir l'énergie, hein. Faut l'énergie que t'as. Moi, j'ai vendu, j'ai pris un bon ticket et puis j'étais très. Ça a récupéré tes impayés du coup et. Largement, 10 fois. J'ai gagné plus de 100 000 euros en 2 ans sur l'appart. C'est le premier bien où il y avait plus de 5 000 euros par mois que de plus-value. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà. Okay. Ouais, donc c'était le moment de vendre. Ça rattrape l'impayé. Ouais, il va encore plus cher, mais en tout cas, je suis content de l'avoir vendu. Ok. Bon, mais je pense qu'on arrive petit à la fin de cet épisode. Je sais pas si t'as peut-être une dernière anecdote ou un mot de la fin. Un dernier conseil. Je vous dis vite fait, j'avais noté quelques erreurs, comme ça je vous l'ai dit, les choses qu'il faut faire ou pas faire. Donc, se fier à l'agence immobilière pour le choix des locataires. J'ai eu des problèmes aussi. Un mec, c'était un crado, c'est tout. Enfin, on a dû presque passer, tout brûler dans l'appart une fois qu'il est parti. J'ai eu les concierges Airbnb, c'est toujours très compliqué. J'en ai, mais c'est très très compliqué parce qu'en fait c'est un business model où ils prennent le plus de lots possible. À la fin, au début ils gèrent bien, à la fin ils gèrent pas très bien. Oui. Le courrier, faites gaffe où vous mettez les sièges de société, parce qu'il peut se passer pas mal de trucs. Vous pouvez déménager, c'est assez compliqué de changer un siège de société. On l'a fait il y a pas longtemps. Donc ça, c'est un truc assez important. C'est vrai qu'on n'y pense pas, ça. Ouais. Et même là, ça fait 1 an et en fait, les impôts, ils comprennent rien. Enfin, c'est très compliqué. Voilà. Quand vous êtes associé, j'ai mis bien dire qui fait quoi. Ça, c'est un peu l'erreur que j'ai fait au début. Au début, c'était un peu trop informel. Et donc il y a des choses qu'on faisait en double, il y a des choses qu'on n'a pas fait. Et puis voilà, soyez hyper ferme avec les locataires. Dès le premier jour de retard, direct, vous enclenchez toutes les procédures de mise en demeure et tout ça. Pour ça, nous, on est ultra relou ultra relou. D'un autre côté, c'est notre droit, mais vraiment, dès qu'il y a un impayé, je sais pas, tous les 2 jours, ils ont un texto ou un appel de notre part. En fait, on les a à l'usure parce que c'est super chiant, en fait. Et surtout, c'est d'éviter, je pense que c'est le plus important quand on a un impayé, et nous, c'est toujours comme ça qu'on les a gérés, c'est de pas le laisser grossir, parce qu'en fait, quand il y a déjà plusieurs mois de loyer, c'est déjà irrattrapable. Donc en fait, c'est dès le premier mois où il faut absolument faire en sorte que la dette se résolve le plus rapidement possible et que surtout le mois suivant ne commence pas à s'ajouter, parce que malheureusement, c'est ça, c'est que aujourd'hui, quand tu vas louer un studio dans une petite ville, le loyer est pas très cher, naturellement, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus. Si ils peuvent pas payer le premier mois, derrière le deuxième mois, ils le rattraperont jamais. Mais c'est intéressant. Essayer. Et les gens, ils sont plutôt honnêtes la plupart, hein. Donc s'ils payent pas, tu dis écoutez, voilà, soit vous partez, soit on va déclencher. Surtout si t'as des garants, tu dis moi j'ai une protection juridique, voilà, soit nous on va tout déclencher les procédures, voilà, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous faire des problèmes. Et les gens ils partent d'eux-mêmes en général, pas tous, mais ils partent d'eux-mêmes. C'est vrai qu'ils prennent vite peur en fait dès qu'on commence à parler de recommander, même si on n'est jamais agressif. Enfin nous en tout cas on n'est jamais agressif, mais on dit voilà, au bout d'un moment c'est pas possible pour nous, faut trouver une solution. Et généralement quand même ça se bouge assez vite derrière.
beaucoup de Yes. psychologie humaine. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Et Faut pas braquer les gens, mais faut être ferme, ouais. c'est ça. J'en profite pour te poser une dernière question qu'on t'a pas posée tout à l'heure. Au niveau de tes Airbnb, du coup, tu passes plus par une conciergerie si tu as donné le conseil de... Ben si, j'en ai une encore. En fait, Oui. j'ai arrêté pas mal de LCD. Hein. Oui. J'ai arrêté pas mal de LCD. J'ai une conciergerie. Et donc voilà, où c'est un peu... ils sont très sympathiques, mais j'ai pas mal de problèmes. Et après, par contre, j'ai un truc. Alors, tout le monde le fait pas, mais si vous cherchez de l'argent, pour moi, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent, de loin. C'est en fait, vu que moi, je bouge beaucoup, et y compris les week-ends, en fait, je mets une partie de mon appartement sur Airbnb Booking. Et donc là, en fait, j'ai découvert la vraie gestion par moi-même. Et en fait, j'ai trouvé, entre guillemets, le vrai cash flow de l'IMO, parce que c'est tout ce qui arrive, vu que tu as déjà les dépenses, c'est du net, quoi. Ah oui, Et, c'est sûr. et en 3 mois, quand je l'avais fait, enfin, ça dépend des périodes, mais les 3 premiers mois, j'avais fait les comptes, ça m'avait rapporté plus de 5 200 € de faire ça, Quand même, ouais. sachant que c'était pas tout le temps. Donc après, j'habite dans une ville chère et tout, mais je veux dire, pour moi, le meilleur moyen de gagner de l'argent, si t'en Oui, as c'est pas, la résidence principale. louer ta résidence principale quand t'es pas là. Franchement, si j'étais étudiant, je sais que souvent on n'a pas le droit et tout, Ouais. mais tu sais, ceux qui ont une copine et tout, franchement, tu fais ça. Moi, j'étais étudiant à Strasbourg. Tu te fais tout le marché de Noël, là, je pense que tu rentres 150 € par jour. C'est sûr. Franchement, quitte à perdre ton bail, tu vois. Enfin, franchement, moi, en tout cas, je l'aurais fait. Le risque. Et voilà, si t'as un bon dossier, de toute façon, ça va pas te cramer pour... c'est Complètement. pas comme ne pas rembourser la banque, quoi. Je veux dire, Non, c'est sûr. donc, ouais, ça, c'est pour moi, si vous voulez trouver de l'argent, vous pouvez écrire des livres sur Amazon, ce que j'ai fait, ça m'en a fait un peu. Et louer sa résidence principale sur... Je sais qu'il y en a qui louent leur voiture, j'ai l'impression que c'est pas du tout rentable et casse-tête, mais la résidence principale, ou une partie, hein, moi je ferme des pièces et tout, franchement c'est... Bah là, le week-end prochain, là, j'ai loué 2 jours, je crois que c'était 380 €. Oh, punaise. Voilà, en fait, ça me paye C'est tout pas le mal, ouais. week-end C'est ça. de... donc voilà. Et j'avais réussi, là, j'étais parti à l'île Maurice, j'avais réussi à louer 9 jours d'affilée. Je crois que ça m'avait fait plus de 1 000 €. Enfin, franchement, ça paye pas mal de choses, hein. Donc, Bah oui, ça paye quasiment ton je logement à l'île sais, les Maurice. gens, ils disent, ouais, mais, ouais, c'est chez toi. Après, moi, j'ai emménagé, je savais que j'allais le faire. Donc, Oui. j'ai Ça a été j'ai déjà pas des vendu. meubles à j'imagine. 8 000 € et tout. Tout a été pensé comme ça. Mais les gens, ouais, c'est pas chez toi. Mais tu fais quoi pour combien? En fait, c'est Oui. ça la question. C'est toujours le prix, question de prix, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Moi, là, ça me paye, par exemple, j'ai une femme de ménage. Je loue une fois tous les 2 mois, ça me paye la femme de ménage pour 2 mois. Je veux dire, et en plus, tu le déduis la femme de ménage, tu le déduis des impôts. Bah Donc oui, voilà. c'est sûr. Après, c'est pas pour tout le monde, je comprends, si t'as une famille, tout ça. Mais quand t'es jeune, pour moi, c'est le meilleur moyen de faire de l'argent. C'est vrai que c'est pas bête. C'est pas Et bête. on peut penser à tous les étudiants à Paris pendant les JO. Là, c'est le moment d'en profiter. Mais c'est ça. Franchement, jusqu'à ce en plus, ça paraît jusqu'à ce qu'il tombe sur ton annonce. Et au pire du pire, tu fais, je dis pas que je dis que dans une autre dimension, quelqu'un pourrait le faire. Tu mets des autres photos, le gars il réserve, tu dis écoutez, l'appartement il est plus dispo. En fait, j'ai celui-là, tu mets les vraies photos, ton propriétaire Il captera jamais, c'est sûr. il capte jamais. Lui-même, moi personnellement, je passe pas mon temps à regarder sur Airbnb Oui. si nos locataires Ils le mettent, tombent sous nous l'eau, les ouais. mettent Voilà. nous les sous l'eau, donc s'il y a très peu de chances qu'ils tombent dessus, quoi. C'est Mm. sûr. Donc voilà. Et là, ouais, c'était vraiment, du coup, j'ai que des 10 sur 10, je fais tout bien, j'ai tout optimisé, les messages, tout est... Mais après, c'est parce que c'est pas tout le temps et que c'est chez moi mais c'est le vrai argent de l'IMO, là, j'ai découvert après 10 ans d'immobilier. Parce que vu que de toute façon, tout est déjà payé, en fait, c'est que de l'argent que tu Bonus. Ah oui, tu bonus. peux épargner 2-3 000 € de plus par mois. Et Enfin, puis ça peut ouais. payer tout ou partie du voyage, parce que c'est sûr que quand tu voyages c'est ça. beaucoup, nous on se pose un peu la question parce qu'on aimerait plus voyager, mais c'est vrai que du coup ta RP ça devient un peu un coût parce que tu continues à tout payer Ouais, pendant que t'es c'est pas ça. là, donc c'est vrai À que le partir fait de la plusieurs louer, mois, ça ouais. permet de rentabiliser un petit peu. Yes. Ok, Donc voilà. Ouais. Écoutez, en tout cas, félicitations à vous deux pour votre parcours d'investisseur mais c'est gentil, gentil. félicitations à toi et aussi. de podcasteur. Et C'est j'étais trop gentil. content Et de je pense partager que- l'affiche. Bon, ben Et vous parfait. pouvez me retrouver, bien sûr, partout. Bye bye patron ou Complètement, on mettra tes liens en grosbillet.com. description pour qu'on puisse mettra tes liens en description pour qu'ils puissent Ouais, te retrouver. facilement. Si on veut te contacter, du coup, c'est ton mail. info@byebyepatron.net ou sur Insta
Bye bye patron. On sera directement, aussi simple que ça. Bien sûr, on vous encourage à aller écouter ton podcast qui est mais vraiment 150 épisodes de podcast. Exactement, il y a de quoi rattraper. D'ailleurs, parce que bon, forcément, quand j'ai découvert ton podcast, je sais plus, j'ai dû commencer à l'écouter début 2022, je pense, quelque chose comme ça. Et j'avais été écouter les premiers épisodes, donc en vrai, c'est pas mal parce que ça fait du contenu en plus. Et forcément, c'est un épisode par semaine. Je sais plus, je crois que j'étais en vacances, j'avais du temps, etc. J'avais envie d'écouter des podcasts qui parlaient un peu d'IMO. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'aller réécouter les premiers épisodes. Même moi, quand je les réécoute. Ça me fait à moins que, surtout que bon, l'immobilier, ça bouge pas. Tu vois, si c'était des podcasts sur les cryptos, la bourse, ça peut, si t'écoutes un podcast de 2021, forcément, t'as l'impression d'écouter un peu le passé, c'est plus trop d'actualité, mais bon, l'IMO, c'est quand même vachement plus lent. Donc, c'est toujours intéressant d'aller réécouter tous les épisodes, quoi. Mais écoute, un grand merci à toi, en tout cas, d'avoir participé à notre podcast. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite et à très bientôt. Merci. Ciao. Salut. Ciao.